À la dernière TZ, Jim jouait avec des cubes assemblés en tétromino. Cette fois-ci, Jim joue toujours avec des cubes, mais cette fois-ci avec un K, pour l'apprentissage d'une IA. Mais finalement, comment on apprend? Ou comment une IA apprend? En effet, notre cerveau peut être comparable avec une intelligence artificielle. Il peut être vu comme un super outil pour analyser la quantité phénoménale de nos perceptions et y faire des inférences statistiques avec une boucle de rétroaction permanente. Un tonnerre d'applaudissements pour Jim. Merci Sylvain pour l'intro. Donc aujourd'hui, comme il vient de le dire Sylvain, je vais vous parler d'IA. Donc pourquoi je décide de vous parler d'IA? Vous allez voir qu'il y a plein de blagues avec le cube, mais bref. Et ben c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps, et toujours même en faisant ce talk, l'IA, Darwin, les cubes, quel est le lien, quel est le rapport à la choucroute? Et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais d'abord, c'est quoi une intelligence artificielle? Je veux dire IA parce que sinon ça va être pénible. Et ben en fait, pour moi, et je pense comme pour beaucoup d'autres gens, l'IA, on nous le vendait comme un truc super bien, mais bon, typiquement, dans les jeux, on voit que c'était quand même pas top, hein. L'intelligence, elle était pas trop là. L'artificialité, par contre, on l'avait. Donc, pour reprendre un peu niveau histoire sur l'IA, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient, je vous propose un micro-cours d'histoire. Donc au début, il n'y avait rien, littéralement, puisqu'en fait, on se retrouve en 1936 avec monsieur Alan Turing, que vous voyez ici présent. Jusqu'à temps qu'ils sortent des papiers là-dessus, et ben en fait c'était un concept qui n'existait pas. Je voulais faire une blague avec le COBOL, mais en fait à cette époque il n'y avait même pas le COBOL. Voilà à quel point c'est vieux. Qui dit IA dit neurones, on y reviendra un peu plus tard, mais les toutes premières publications à propos des neurones, ça vient également de M. Turing dans son papier qui parlait de booléens à deux états, et donc des neurones. Et un peu moins de 10 ans après ce papier-là, il y a les premiers réseaux de neurones, enfin les premiers neurones tout court d'ailleurs, plus précisément, qui ont été conceptualisés. Alors d'un point de vue mathématique, pas de programmation. Et ce qui a toujours Monsieur Turing, éminent monsieur, il a donc développé son test qui permet de savoir si une intelligence artificielle est vraiment intelligente. C'est-à-dire que son test, c'est de prendre une personne tierce, ici C, qui pose des questions via un bout de papier à deux autres entités, une qui serait la machine à tester et une à un humain. Et si la personne tierce C n'arrive pas à faire la différence vis-à-vis des réponses entre la machine et l'humain, on peut considérer que donc c'est une véritable IA intelligente, capable d'être intelligente en fait. Bon allez, je vous finis le cours d'histoire vite fait. Donc en 51, on a fait notre premier réseau de neurones en termes de programmation. Vous pouvez voir, c'est quand même un peu vieux. 56, le terme IA est officiellement annoncé à Dartmouth. Dartmouth qui est un lieu éminent de l'IA. Si vous n'avez pas entendu parler, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Très belles histoires. En 57, on a Monsieur Frasier, des fraises, ainsi que ses autres copains biologistes qui publient concernant l'évolution et la génétique dans le concept de l'informatique. Bon, ça sort un peu dans l'OSEF total. C'est des trucs qui marchent de folie, mais ça n'intéressait personne à l'époque. En 70, on a le jeu de la vie de Conway. Alors c'est un peu extrapolé, un peu en dehors de l'IA. J'ai rajouté ici parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, surtout ceux qui ont fait un peu des études d'IT. C'est généralement quelque chose qu'on prend par la tête dès la première ou deuxième année. Ça permet un peu de situer par rapport à la date et la complexité des choses. Et en 90, un peu 10 ans avant que je naisse, les premiers algos génétiques modernes émergent. Et enfin, là, il y a un grand bond dans le temps qui se passe, c'est les LLM modernes, que je reviendrai dessus un petit peu plus tard, qui émergent en 2020 pour le grand public. Alors, il y en avait un petit peu avant. Et c'est là que l'IA se démocratise pour de vrai, pour le grand public. Mais bon, tu me dis, c'est bien gentil ce cours d'histoire, j'en ai marre d'être à l'école, pourquoi tu me parles de ça? Et ben en vrai, c'est que Sylvain il vous a un peu menti, je vais quand même vous parler de Tetris. Et deux talks à la suite, pas déconner. Donc mon objectif aujourd'hui, en fait, ça va être de créer une IA qui va pouvoir jouer à Tetris toute seule. Alors, ça sera pas la championne du monde, je vais calmer tout de suite. L'idée c'est que elle joue relativement bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ça? Alors, je vous ai parlé un petit peu de génétique dans le cours d'histoire, d'où la raison de ce cours d'histoire.
Pourquoi? Eh ben en fait, ces algorithmes génétiques vont être très intéressants. Très rapidement, la définition, avant qu'on passe aux choses vraiment intéressantes. C'est un algorithme génétique, ça fait partie des algos d'évolution, il y en a plein. Et l'idée, c'est que d'où son nom, ça s'inscrit de la génétique et de la sélection naturelle. Est-ce que vous faites le lien avec Darwin? Ok, ça marche parce qu'il est là. Juste pour ceux qui n'ont pas fait SVT ou qui dormaient pendant les cours, je rappelle un peu ce que c'est la sélection naturelle. Il y a 3 principes. Il y a la variation, l'adaptation et l'hérédité. La variation, c'est l'idée que chacun des individus d'une espèce sont tous un peu différents, même s'ils partagent énormément de choses en commun. Typiquement, j'ai les yeux bleus, Nirina, t'as les yeux marrons. Autre chose. Bref, voilà, couleur de cheveux, tout ça, musculature, hauteur. On est tous un peu différents, mais quand même grandement les mêmes. Par contre, l'idée, c'est que justement nos différences vont nous permettre de mieux nous adapter ou pas à un milieu donné dans lequel on évolue et augmenter nos chances de reproduction. Enfin, quand je dis nos, c'est les entités vivantes au sens large. Hein. Ça inclut les arbres, les animaux, tout ce qui est du domaine du vivant. Et du coup, si on a plus de chances de se reproduire, statistiquement, on se reproduit plus. Et de ce fait, de par comment est structuré le vivant, enfin du moins ce que l'on en sait, on va passer nos caractéristiques aux générations suivantes. Ainsi, donc, notre avantage qui était sur un individu donné à un instant T, s'il est avantageux, va se propager à une population sur le temps total. Bon, maintenant que je vous ai assommé de plein de choses pénibles, je vais vous montrer où j'en viens. Si j'arrive à sortir du mode plein écran. Yes. Ouais, même pour moi, le talk, c'est une aventure. Alors, donc ce que j'ai fait pour vous montrer la partie algogénétique, très rapidement, c'est qu'en gros, j'ai refait un petit jeu de Tetris. J'ai pas ouvert le bon idée. Oh. Toujours pas. Pouh. C'est que je suis pas sur le bon PC. Ok, on va faire ça. Je vais vous le montrer plutôt en local ici. Super, il tourne pas. Si je dois l'avoir là. Ouais, je l'ai pas. C'est un peu le moment du meublage, je plaide coupable. Hop, avec un peu de chance, ça devrait passer. Évidemment, j'ai pas exporté les trucs. Alors, ce que j'exporte, ce sont des variables d'environnement qui, je vais vous expliquer juste après à quoi elles servent. C'est pour définir des choses qui servent à faire tourner mon app que j'ai codée donc en .NET. Pourquoi en .NET? Parce que pourquoi pas. Hop, bumpiness. Là, normalement, si je fais un .NET Run, il est content. Avec un peu de chance, s'il te plaît, démarre. Yes. Ok. Donc maintenant, si je retrouve mon localhost qui est perdu au fin fond des états tréfonds. Yeah. S'il te plaît, fais quelque chose. Non, c'est pas le bon port. Yeah. Ah, l'effet démo est terrible. Si, bah pourtant c'était bien ça. Voilà. J'ai refait Tetris. L'autre fois, je l'avais fait en Unreal Engine. Vu que je me déteste, j'ai décidé de le faire en JS et en .NET. Voilà. Prochain talk, je le fais dans une autre techno. Donc, Tetris, tout ce qu'il y a de plus normal. Un tableau, 200 cases, 20 par 10. Le but de jouer à Tetris, je ne vous l'explique pas. Sinon, allez voir mon talk. Il est disponible sur Thesaurus, qui vous redirige vers YouTube. Abonnez-vous, likez la vidéo, c'est cool. Bref,
Donc là, actuellement, j'ai une petite, un programme donc, qui joue à Tetris pour moi, parce que j'étais trop mauvais pour le faire. Et donc, il va décider lui-même des moves. Alors, il galère de ouf parce que c'est pas optimisé. Mais en gros, il va décider au bout d'un moment un move, voilà, il va bouger et faire le move en conséquence. Comment ce move-là est décidé? Parce que normalement, l'idée, c'est de jouer bien et de faire des lignes et des points. Bref, jouer à Tetris. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Si j'arrive à cliquer. Hop. Alors, en fait, il y a quelque chose qui calcule le move en fonction de différentes choses. Alors, je vais pas vous mentir, hein, j'ai volé la formule dans un papier qui est beaucoup plus intelligent que moi. On prend en compte plusieurs paramètres. On prend ce que j'appelle l'aggregate height, qui est la somme de la hauteur des colonnes actuelles. C'est-à-dire que si j'ai une colonne à 2, ça fait 2. Si j'ai une autre colonne à 3, ça fait 3. Au total, ça fait 5. Génial. On fait ça sur toutes les colonnes et ça donne une vague idée, en gros, de la hauteur totale des différentes colonnes. Donc en gros, ça donne un peu un sens d'urgence à clear des lignes. Justement, on y retrouve là. Quelque chose qui est positif, c'est si on peut clear une ligne avec le prochain move. Donc ça, c'est grandement valorisé dans le choix du move que l'on va réaliser. Également, quelque chose qu'on calcule, c'est les trous. C'est est-ce que l'action qu'on va faire va créer des trous dans la grille future, puisque ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, parce que ça bloque pour créer des lignes, c'est pénible. Et également, on a le bumpiness qui rejoint un peu l'aggregate height. Alors, je ne vais pas vous mentir, là, j'ai pas compris vraiment la différence entre les deux, mais c'est très important, il le faut. Voilà. J'ai des fonctions qui calculent ça quelque part. Il me semble que c'est dans Grid. Hop. Touk, touk, touk. Voilà, j'ai aggregate height. Si vous voulez les maths, je les ai volés quelque part. Côté mathématiques, j'ai aucune honte, hein, je vole tout. Hein, je suis pas suffisamment bon. J'ai arrêté S, c'est qu'il y a une raison. Donc je calcule tout ça, mais si vous avez été un peu observateur, c'est que dans mon service ici, il y a quelque chose par lequel je multiplie toutes ces valeurs. Ce sont des weights. En français, on dirait des poids. Pourquoi on fait ça? Eh bien, parce qu'en fait, un peu comme votre copie de mathématiques, tout ne se vale pas. Typiquement, votre examen de fin d'année, il est EcoF 137. Par contre, votre devoir maison, c'est 0,5. Donc, c'est-à-dire que même si vous faites tout votre devoir maison avec 19 de moyenne, si vous avez 2 à l'examen final, vous avez quand même perdu. Votre move, il est nul. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est qu'en gros, j'affecte des coefficients à ma formule afin de différencier les différentes parties de l'équation et de leur attribuer des valeurs relatives. Ainsi, en jouant un peu avec ces coefficients-là, je peux influencer le comportement du logiciel pour qu'il fasse un peu ce que je veux, mais indirectement en fait. Parce que l'idée, c'est qu'après, on va trouver des poids qui sont intéressants pour réaliser les meilleurs moves de manière constante, pour qu'il ait la bonne logique, et ainsi réaliser des meilleurs moves tout le temps. Comment on trouve les poids? Parce que je vois que vous êtes tous très attentifs. Et ben en fait, soit vous êtes une brute en mathématiques et vous résolvez une équation à 4 inconnues qui sont interdépendantes les unes des autres, soit alors vous faites comme moi et vous volez le papier de celui qui l'a fait. Ou sinon après vous êtes un peu plus intelligent. Donc les valeurs, c'est celles que j'ai mis dans le terminal juste avant où j'ai exporté les barres d'env pour que du coup on puisse avoir un peu de souplesse là-dessus. Donc maintenant, normalement, l'IA elle est morte, voilà, pendant que je parlais. Donc vous pouvez voir qu'elle a fait des choix absolument stupides. Donc c'était peut-être pas les meilleures idées et les meilleurs poids à mettre pour qu'elle prenne les meilleurs choix. Donc sans tricher, parce que quelqu'un l'a fait sans tricher, comment on peut savoir ces poids-là sans être une brute en mathématiques? Eh bien en fait, c'est relativement simple, si vous êtes extrêmement patient. Donc ça c'est sûrement notre IDE. Il me faut un autre VS Code. Ouvre-moi un autre VS Code, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Bon, c'est pas grave. J'ai fait un deuxième projet, où là j'ai fait une petite API, qui en gros va se servir donc, de ce petit jeu Tetris, et lui injecter différentes valeurs de variables d'environnement afin de voir ce qui se passe.
et ainsi, idéalement, choisir le meilleur. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé mes connaissances de DevOps, parce qu'au bout d'un moment, je ne peux pas m'improviser tous les métiers de la Terre et être bon partout, ou être mauvais partout, comme vous voulez. Ça, c'est à vous de voir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit 10-point API où je poste quelque chose. Ce que j'envoie dedans, ce sont mes poids, donc exactement ce qu'on a vu juste avant. Si vous ne connaissez pas Bruno, c'est un équivalent de Postman mais open source, c'est cool, achetez-en. Donc j'ai mon endpoint qui est déjà tout prêt, j'ai mes valeurs qui sont rentrées. J'ai juste à l'appeler, je vais le faire, mais d'abord je finis de vous montrer ce que c'est. Et l'idée, c'est qu'après, une fois que j'ai renseigné donc, mes vardans dans des variables afin de pouvoir les utiliser, ce que je vais faire, c'est que je vais créer 10 instances de mon jeu de Tetris, et ensuite je vais faire varier très légèrement ces valeurs, et regarder ce qui se passe. Donc concrètement, pour ça, il y a des technos qui marchent très bien. Il y en a une, ça s'appelle Kubernetes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Plutôt cool dans le milieu DevOps. Et en gros, ce qu'on peut faire, c'est transformer ça en job, qui est un type de travail qu'on peut faire sur Kubernetes, et injecter donc toutes ces valeurs, et regarder ce que ça passe. Donc là, c'est exactement ce que fait mon endpoint, où je me suis intégré un tout petit peu à l'API Cube. Oh. Tu peux faire un effort, s'il te plaît? Ouais. Round 2. Paf, il m'a renvoyé un OK avec aucune valeur, parce que renvoyer des vrais trucs, c'est pas cool. Donc maintenant, si je regarde sur mon cluster, en fait, j'ai créé quelques jobs. Alors, il y a des vieux résidus, hein, mais vous pouvez voir qu'il y en a qui devraient être running depuis pas longtemps. 11 secondes. Et donc, si je prends celui-là et qu'on regarde ce qui se passe dedans, donc on peut retrouver les variables d'environnement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça ne correspond pas à ce que je lui ai envoyé. On peut voir que là, le premier est censé être 51,66. Eh ben, il y a une légère variance. Pourquoi? En fait, c'est ce que je vous expliquais juste à l'instant, c'est qu'en fait, j'ai renseigné un petit, je l'ai perdu, mutator ici, qui, lors de l'appel, qui se trouve là, en fait, fait varier de 5% toutes les valeurs que je rentre, ce soit en positif ou en négatif. Comme ça, on a un peu de la variance, mais random. Et sur le nombre, en fait, à force d'en jeter et de récupérer les scores que va faire l'IA, on va pouvoir définir, eh ben, est-ce que ce poids-là, il convient mieux? Est-ce qu'on arrive mieux à faire des choses? Ou est-ce qu'au final, elle meurt plus vite ou fait des moves qui n'ont aucun sens et du coup, c'est pas bon. Et ainsi, on peut un peu brute forcer le fait d'avoir des bons poids pour bien calculer comme ça. Alors, ça prend quand même masse temps, puisque déjà, rien que pour faire une partie et que l'IA meurt, faut en gros 2-3 minutes, minimum, et si elle est vraiment nulle. Et plus on va devenir bon sur cette estimation de poids, plus ça va être long, puisque l'IA va jouer de mieux en mieux, elle va pas mourir. Donc c'est quelque chose qui est très intensif en termes de temps. Là, les applications sont relativement légères et j'en ai fait que 10, donc ça prend pas beaucoup de mémoire et de CPU. Par contre, si vous voulez accélérer le processus et les faire par centaines ou par milliers, ça devient tout de suite très gourmand. Et donc ça, cette globalité de faire une grande quantité avec chacun une petite variation et de voir le résultat que ça donne, et si c'est bon, le sélectionner pour en créer d'autres derrière avec un approfondissement de ces variations-là, ça correspond stricto sensu à l'algorithme je me suis perdu. À l'algogénétique qui a été défini par Darwin juste avant, qu'on disait. Donc on varie un tout petit peu. Si on s'adapte et qu'on survit, on transmet ça à la génération d'après. C'est pour ça qu'on appelle ça un algo génétique avec sélection naturelle. Donc ça peut être un bon moyen, si vous avez des choses inconnues et à tester en grand nombre, d'un peu brute forcer la chose. Voilà pour cette partie de la démo. Par contre, là je vous spoil un peu, ça marche pas du tonnerre. Pour ça. On a perdu la captation ou pas? Non, c'est bon? Tu m'entends? Oh, ok, top. On va dire que c'était bon.
Donc ça marche pas top, pourquoi? Parce qu'en fait, les différentes parties de l'équation de score en fait, sont ce qu'on appelle collinéaires. Ça veut dire quoi? Quand on n'a pas fait maths sup, c'est qu'en gros, les différentes parties s'influencent elles-mêmes. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes au début d'une partie de Tetris, la grille est quasiment vide, on peut un peu jouer le danger et essayer de faire des gros scores en clignant 4 lignes d'un coup. Donc, en tant que joueur, vous n'avez pas la même stratégie que par contre quand vous êtes quasiment tout au de la grille et vous allez perdre la partie, où là on cligne des lignes coûte que coûte. Et bien en fait c'est ça, la collinéarité des variables, ça entraîne ce changement un peu de paradigme et de méthode de jeu. Et ça, le fait de brute forcer avec l'algogénétique, c'est absolument pas adapté pour ce genre de choses, enfin pas si c'est aussi fort en termes de collinéarité. Donc il va falloir trouver une autre solution si on veut faire une vraie qui marche bien, ou ne pas passer 120 ans à entraîner tous les poids possibles et imaginables. Parce que comme vous avez pu le remarquer, dans les valeurs de poids, c'est extrêmement fin, on est au millionième. Donc s'il faut tester millionième par millionième, on n'est pas rendu. Bon après c'est Tetris, c'est pas critique, mais vous faites des vrais IA qui font des vraies choses, ça peut être problématique. Donc il a fallu trouver une solution. Et récemment, non pas du tout, les scientifiques ont trouvé la solution, c'est en fait un réseau de neurones. Enfin les réseaux de neurones. Pourquoi? Eh bien en fait, donc je vais vous présenter un peu pourquoi le réseau de neurones c'est intéressant et qu'est-ce que ça marche un réseau de neurones. Je ne vais pas mentir, j'ai volé les slides du BBL qu'a fait Olivier il y a quelques semaines, quelques jours, je ne sais plus. Donc si vous avez assisté au BBL, je vous ai mis des petits gifs qui retracent l'histoire d'Olivier. Parce que tu as échappé de faire un talk, mais tu n'échapperas pas à ce que je t'affiche. Voilà, comme ça si vous voulez arrêter de m'écouter parce que vous avez déjà vu le BBL, vous pouvez rigoler sur les gifs. Voilà, donc là, les réseaux de neurones, ça fait vraiment partie de l'IA, puisque les algos génétiques, ce n'est pas vraiment le cas, c'est des algos, donc c'est pas de l'IA, c'est juste du code qui marche bien. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup des LLM, qui font partie, peu ou prou, de l'IA générative, qui inclut beaucoup d'autres choses que les LLM, qui eux-mêmes, le deep learning, inclut d'autres choses que le GenAI, et où là, on va se servir de l'apprentissage de l'IA pour avoir des choses intéressantes. C'est ça qu'on va se servir aujourd'hui, donc je n'approfondis pas plus tout de suite. Et on retrouve le même problème que pour l'algo de sélection génétique, c'est que c'est quand même très coûteux et volumineux. Après, le deep learning, c'est une partie du machine learning qui toujours apprend, mais pas de la même manière, c'est que là, on lui donne les données, que le deep learning se débrouille tout seul avec des boucles de renforcement qu'on définit. Et après, on a les différentes cases qui se chevauchent. Je vais arrêter parce que ce n'est plus pertinent pour le reste du talk. Celui-là n'a pas pris le gif. Ah bah si, le voilà. Donc, un réseau de neurones, comme son nom l'indique, c'est un réseau composé de... Bien joué, t'as un bon point. Tu pourras voler un Pepsi Max d'Anthony dans le frigo. Donc qu'est-ce que c'est un neurone au point de vue programmatique du terme? Eh bien en fait, c'est relativement simple. Vous avez des entrées, vous avez des sorties, et entre, vous avez ce qu'on appelle une fonction d'activation, ou de seuil, cela dépend où on se met. C'est donc un ou plusieurs neurones d'entrée, dans ces deux entrées, ou plusieurs, sont reliés à la fonction de seuil avec des poids. Vous pouvez remarquer qu'on rejoint la logique de tout à l'heure avec l'algo de génétique, où on avait une logique quelconque qui était influencée par des poids. Là, c'est exactement la même chose. Et de ce fait, après, en fonction des poids et des mathématiques de la fonction de seuil, soit le neurone va avoir une valeur qui va faire en sorte qu'il s'active, ou non. S'il s'active, il passe la valeur, donc là, il y a dans ce cas-là, à Z, pour que cela continue au sein du réseau de neurones. Donc là, j'ai volé un schéma où c'est un peu plus développé. Donc on a trois entrées, une sortie, et entre, on a ce qu'on appelle des couches cachées, ou hidden layers, si vous parlez la langue de Shakespeare, où concrètement, ce qui se passe, c'est que des mathématiques. Il n'y a pas de magie. Je vais vous présenter les fonctions juste après, mais en gros, sur les neurones verts, il y a juste des maths. Et après, les liens avec des poids. C'est tout. Fin. Alors j'espère qu'on voit bien. C'était le plus beau schéma que j'ai trouvé.
Je vous présente quelques fonctions rapides qui sont très souvent utilisées au sein des neurones donc verts, des couches cachées qu'on a vu jusqu'à présent. En fait, tout va dépendre de ce que vous voulez faire et à quel seuil de valeur vous voulez activer le neurone. Donc vous avez une très connue qui s'appelle ReLU qui s'active, qui permet de passer des valeurs négatives à 0 et d'activer que des valeurs positives. Et plus la valeur est positive, plus elle va être intense à l'activation. Vous avez la même chose avec Leaky ReLU qui lui par contre permet de conserver un peu l'aspect valeur négative puisque la pente est plus douce. Vous avez TAN qui, elle par contre, est inversée sur la partie négative. Donc si vous avez des nombres négatifs à faire passer, ça marche bien. Vous avez le STEP, si vous avez un switch on-off à faire. Linéaire, ça renvoie tout simplement ce que ça rentre. Et enfin, vous avez CLU qui est une variation de ReLU avec une boucle un peu plus... Et bref, tout ça, en fait, ça va dépendre à quel point vous voulez activer fort votre neurone et comment vous voulez l'activer. Et en gros, vous ajoutez ça sur vos couches et ça fait de la magie, littéralement. Bon, comme tout à l'heure, là je vous ai assommé de choses théoriques, mais on veut quand même jouer à Tetris en fait. Donc, en fait, on est retourné à la case départ. Pourquoi? On a toujours des fonctions qui permettent de choisir la meilleure action, toujours avec des poids, mais on n'a aucune idée de quel poids leur mettre, quelle valeur faut faire. Et surtout, maintenant on a un réseau de neurones, mais on ne sait pas quoi lui faire faire. Donc, top, mais on fait quoi? Eh ben, je vais vous montrer. Ouh. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai volé ce truc à quelqu'un. Parce que j'ai essayé de coder un réseau de neurones et clairement, mes capacités en développement se sont fait sentir. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a fait exactement comme je voulais faire. Et vous allez voir comment. Au passage, cet outil s'appelle Processing. C'est un outil qui fait des sketchbooks sur pas mal de langages. Donc là, c'est du Java. Mais en gros, ça permet d'avoir un IDE allégé si vous connaissez. S'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans la programmation, c'est un peu comme CodeBlock. Donc en fait, c'est que c'est plus un scientifique qui a fait ça qu'un développeur. C'est pour ça que c'est allégé. Donc voilà, là je lance. Vous pouvez voir que donc, j'ai une IA qui joue déjà un petit peu mieux que la mienne. Et surtout, on a la représentation du réseau de neurones. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même relativement simple. Il a 5 entrées, qui sont donc mes calculs que j'avais avant, donc le bumpiness, aggregate height, tout ça, et également évidemment la grid, parce que sinon, comment vous voulez qu'il voit comment on joue. Donc tout ça, ça fait 5 entrées. On a une couche intermédiaire qui est composée de 4 neurones, et ensuite, on a donc les liens entre l'entrée et la couche avec différents poids. L'idée, et que là on est en train de faire, c'est qu'on va entraîner l'IA pour qu'elle trouve les poids les plus intéressants afin de jouer le mieux possible. Donc comment on fait ça? Et bien en fait on va reprendre une fois de plus les logiques de l'algogénétique. C'est qu'on va, là j'ai créé une population de 200 joueurs, alors je vous affiche pas les 200 joueurs en même temps, c'est qu'un seul à la fois. Et ils ont chacun une petite variance sur les différents poids pour calculer. Et lorsque les 200 sont morts, on garde le meilleur et on modifie encore un petit peu. Donc on est toujours sur de la sélection génétique. Alors au début ça galère parce qu'en fait il calcule pour les 200. Et plus, au final plus les joueurs meurent, plus ça va vite. C'est pas juste que mon PC rame. Bon, il est aussi en train de mourir, mais c'est pas le sujet. Donc voilà, vous pouvez voir que la mutation rate, j'ai toujours mis 5%. D'ailleurs, c'est cette valeur que j'ai volée dans mon autre projet. Et donc on peut voir le S-score qui va finir par monter petit à petit. Et l'IA va devenir de meilleur en meilleur. Si vous voulez qu'on se penche un peu sur l'aspect code, je vais le laisser de côté pour vous montrer que je triche pas. Donc ici, on a la définition du réseau de neurones, si vous voyez bien. Avec donc la fonction random, c'est quasiment stricto sensu la même que j'avais, sauf que là, il passe par les rows. Les biais, donc là, ce sont les différents liens qui sont entre les neurones. Les fonctions d'activation qui vont arriver juste là. Vous pouvez voir qu'on retrouve ReLU, ce que je vous ai présenté il y a quelques minutes, donc qui prend le max entre 0 et la valeur qu'on lui donne. Donc on perd les valeurs négatives. Et vous avez la fonction mutator qui, pareil, stricto sensu, fait la même chose que ce que je faisais moi. Seulement là, on a rajouté un réseau de neurones plutôt que du code qui ne marche pas, parce que c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et donc du coup, magie, ça marche.
Et plus le temps passe, plus elle va jouer bien. Pour vous donner une petite idée, j'ai fait griller mon PC hier pendant toute la journée pour voir à combien je suis monté. Je suis arrivé à la génération 23 avec un high score à 127 993 000, contrairement à 6100 tout de suite. Donc on progresse vraiment et elle joue de mieux en mieux. C'est pour ça que je vais vous la laisser sur le côté pour vous montrer que ça devient vraiment bon au final. Même si là il y a des trous, c'est pas top, vous allez voir, il y a de moins en moins de trous. Voilà donc, en fait ça marche, tout simplement. Bon, pour revenir un peu à la réalité, parce que je suppose que vous n'avez pas spécialement envie de développer des réseaux de neurones pour jouer à Tetris, je conçois que l'usage professionnel est relativement limité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait on fait plutôt des réseaux de neurones. Et bien en fait, c'est comme ça que fonctionnent les LLM. Vous pouvez voir que chaque petit rectangle en fait est un réseau de neurones, petit ou pas d'ailleurs, et qui va donc du coup passer ses valeurs à un autre, qui va les passer à un autre, qui va les passer à un autre. Et ainsi on arrive à avoir des choses très complexes avec au final que des formules mathématiques. Et c'est donc ce qui génère les LLM que vous connaissez tous. Donc on a Oyama, ChatGPT, Copilot, tout ça. Et voilà. Donc, juste avant de finir, je souhaite remercier 2-3 personnes. C'est très rare que je remercie un client et une entité, voire même juste une société, c'est Michelin. Pourquoi Parce qu'on m'a donné l'occasion d'avoir accès à Copilot Enterprise à titre gratuit. Et ça m'a complètement carré pour faire ce talk en termes de développement. Donc, merci à Michelin et merci de payer les licences. Merci à Monsieur Coupoulon d'avoir supporté mes blagues et également de m'avoir permis de voler ses slides pour le BBL. Merci, j'aime bien quand tu travailles. Et enfin, comme toujours, merci à mon MC et également aux développeurs donc, de Slidesk, notre Gouze international qui nous a fait donc pour le coup juste les petits gifs dans le coin juste pour moi. Donc merci, tu gères, c'est top. Voilà, j'ai fini pour la presse. J'espère que vous aurez des questions, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de questions. Et pendant ce temps-là, vous pouvez remplir Open Feedback. Pour tout vous dire, j'ai postulé à Volcamp pour ce talk. Alors, je vais un peu plus le roder d'ici là, mais du coup, je suis très intéressé par vos retours là-dessus, afin de le préparer au mieux, si un jour peut-être je suis pris. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et du coup, si vous avez des questions, je serais ravi de ne pas y répondre. Cause. Il n'est pas rangé en dessous. Ah. Tu peux faire plus de bruit avec le micro, s'il te plaît? Merci Jim pour ce talk, Merci. très intéressant. La question que j'avais, c'est par rapport au réseau de neurones que tu mets en place pour finalement résoudre le Tetris avec des couches internes. C'est un choix arbitraire, le nombre de neurones à l'intérieur, etc. Ou il y a une signification? Alors, il y a... Est-ce que, Nirina, il y a besoin que je répète la question ou pas? Non, c'est bon. Ok. Oui, il y a... En fait, oui et non. Il y a des bonnes pratiques. Il y a en gros des guidelines et des rules of thumb qui sont en général, si on reprend, d'ailleurs l'IA que je vais remettre, comme ça meuble à l'écran. On peut voir que généralement la plupart des modèles prennent une couche intermédiaire qui est relativement inférieure ou égale aux entrées. Alors, d'un point de vue mathématique, je ne saurais pas l'expliquer, mais généralement, c'est que pour la plupart des cas d'usage, ça suffit, et sinon, ça ajoute trop de complexité et de temps à entraîner pour un retour pas intéressant.
ou alors c'est qu'on traite une question vraiment très complexe qui en fait pourrait être découpée en plusieurs réseaux de neurones en fait. C'est les bonnes guidelines, enfin, en tout cas ce que j'ai trouvé quand j'ai voulu dev mon propre réseau de neurones, c'est de se limiter à 1 ou 2 couches max pour 90% des cas d'usage. Donc en gros, ce que j'avais fait, qui marchait plus que moyen, c'était d'avoir en entrée, donc j'avais 201 entrées, qui étaient chaque case de mon Tetris plus le score, donc ça faisait 201. Et en couche interne, j'avais 10, 3 et un output pour le choix. Donc voilà, il faut voir que vraiment ça narrow très rapidement. Après, il n'y a pas de miracle, parce que pour l'instant, comme je dis, c'est des rules of thumb, c'est pas des réponses crues et coupées. Donc en fait, comme pour l'apprentissage, en fait, c'est on teste. Voilà. Et donc là, en sortie, c'est le score que tu essaies de maximiser? Alors, en sortie, c'est le score du mouvement, en Ouais, fait. ok. Et du coup, on a un meilleur score ou pas, et on choisit de le faire. Et donc, tu n'as qu'une seule sortie? Oui. Ok. Parce qu'on part du principe que l'IA, enfin que le reste du code, c'est gérer comment bouger les tétrominoes, en fait. Ouais, ok. Merci. Merci à toi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup. Il y a moyen de mettre d'autres jeux dans cet entraîneur de réseau de neurones? Je sais pas, Alors, pour défoncer Fruit Ninja, par exemple. c'est une bonne question. Comme ça, moi j'aurais tendance à te dire non, parce que, en fait, comme je disais un peu à Olivier à un instant, l'architecture de ton réseau de neurones va dépendre de la complexité de ton programme. Donc là, je ne sais pas comme ça te dire si identifier les fruits à couper, faire une trajectoire par exemple pour Fruit Ninja, c'est plus compliqué que de tester les moves pour Tetris. Donc peut-être que ça marcherait bien, par contre il faudra à mon avis revoir au minimum tous les poids et surtout tes fonctions d'activation, ainsi que les entrées bien sûr. Donc en vrai, le modèle mathématique du réseau de neurones pourrait fonctionner, mais tu as quand même besoin de changer pas mal de choses si tu voulais le recycler. Typiquement, ce que j'avais testé aussi avant le talk, c'est de faire différentes versions de Tetris, de le tester sur différentes versions de Tetris, puisqu'il y a différentes Tetris qui ont différentes règles. Donc il y a des moves qui sont interdits comme le T-spin, ou des blocs qui sont rajoutés comme un maxi carré ou un Z très grand. Et tout de suite, en fait, si on prend un modèle qui a été entraîné sur une autre version de Tetris, c'est la galère instant. On voit tout de suite qu'il ne sait pas trop gérer les blocs. Donc il y a une question de fitting ou d'overfitting qui se pose très rapidement, en tout cas pour ceux que je me suis utilisé. Voilà. Je t'en prie. Ma question c'était, est-ce que toi maintenant tu arrives à faire mieux que ton IA du coup? Non, parce que je suis pas un très grand joueur de Tetris, même si j'adore les cubes, j'adore les gros cubes, mais je suis clairement pas un bon joueur de Tetris. Donc c'est un peu comme ça que je fais ma revanche sur les jeux que je fais, c'est que je fais une IA qui joue mieux que moi. Voilà, non je suis pas très bon. Ce qui est intéressant, par contre, que j'ai remarqué, alors là je pense qu'on le verra pas parce que ça prendra trop de temps, mais au bout d'un certain nombre de générations, cette IA-là, ou en tout cas sur le test run que j'ai fait hier, a redécouvert un move des gens qui jouent bien à Tetris. Typiquement le T-spin pour caler dans les endroits un peu exigus comme ça. Je vais vraiment finir par le casser ce truc. Et ben, en fait, elle a fini par découvrir que c'était vachement intéressant et à le refaire. Donc voilà. En fait, c'est ce que j'allais te demander après, c'est est-ce que du coup tu as déjà réussi à comparer avec des joueurs professionnels, de voir est-ce que ils retrouvaient la logique qu'eux ils avaient quand ils jouent? Alors partiellement quand même. Okay. Parce que je pense que si je laissais vraiment tourner pendant des jours et des jours, je pense que oui. Là, il y a quand même... Tetris, c'est un vieux jeu, hein, il est sorti il y a un paquet de temps, donc la théorie et les pratiques ont été plus que codées, surcodées, testées et retestées et répétées. Donc là, ça va prendre du temps à l'IA pour redécouvrir. Mais comme je disais, oui, le T-spin, qui est un des trucs les plus classiques, elle a fini par le retrouver toute seule. Donc j'ai bon espoir que si on avait attendu, possiblement, ça soit le cas. Merci. De rien. Plaisir. Ouais. Une petite question, merci pour le talk. Et du coup, je me pose la question, nous, quand on perd à Tetris, c'est parce que ça va trop vite?
Ouais. C'est passé trop vite, on n'arrête pas de suivre et tout. Et l'IA, elle perd quand en fait à ce moment-là? Alors, c'est pas du tout pareil. Oui, surtout qu'en fait la vitesse est constante. Là, quand vous voyez que ça accélère, comme je dis, c'est juste que mon PC peut le faire descendre les pièces plus vite. En fait, c'est juste qu'elle fait des mauvais mouvements à répétition qui l'entraînent à sa perte. Plus que ça va trop vite, on n'a pas le temps de gérer. Donc c'est pour ça que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'algo de sélection. C'est qu'en fait, plus l'IA va devenir douée, plus ça va être compliqué et long d'avoir des résultats. Puisque du coup, elle va mourir beaucoup moins vite. Et du coup, le processus de sélection pour la génération d'après va être beaucoup plus long. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Bon. Si. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ne vous battez pas pour le micro, s'il vous plaît. Ouais, non, juste vite fait au début, ta première implème, là, elle attendait vachement pour jouer chaque coup. Elle avait l'air de galérer à calculer plein de trucs, etc. Il y avait une raison ou c'est juste un truc d'implème, là, rapido Oui, il y a deux raisons. C'est que déjà, je me suis connecté en VPN chez moi parce qu'il ne tourne pas sur mon PC, donc il y avait de la latence. Et surtout parce que mon implème, elle est absolument pourrie d'un point de vue performance. Donc oui, c'est que ça galère. C'est moi. Ok, il n'y a pas de lien avec les réseaux de neurones dans ces cas-là? Non, okay, non, il n'y a pas de problème de perf. Il y a un problème de dev, c'est tout. Voilà. Je vous rappelle que je suis DevOps, je ne suis pas dev, c'est un métier à part. Voilà. On a jusqu'à quelle heure, Nirina, pour les questions? Alors, j'ai un écran noir. Je t'en prie, vas-y, pardon. Yes, merci. Okay. J'aimerais juste savoir comment le score il est calculé. Est-ce que le score, par exemple... Le score ici ou le score là? Oui, comment dire, par exemple, le mouvement, c'était un bon mouvement ou pas? Alors, pour celui-là, je peux t'ouvrir le code directement. Si j'arrive à retrouver où c'est. Je l'ai perdu. Là. Alors, donc, on prend d'entrée les mêmes fonctions mathématiques, les mêmes résultats que ce que je montrais avant, donc le aggregate height, que je vais peut-être pouvoir illustrer un peu plus là, vu que ça marche. Donc le aggregate height, c'est bon, je peux attacher. Ça va être la hauteur totale d'une colonne, et après on fait la somme de toutes. Donc là, vous pouvez voir que ça commence à monter. Bon, évidemment, maintenant que je monte, ça descend. Vous avez le bumpiness qui donc va être plus élevé si on a un pic quelque part que si c'est flat. On avait si le move à clear des lines, donc vous pouvez voir que ça c'est quelque chose qui est fortement encouragé, je montre juste après le code, qui explique pourquoi également, si vous êtes un peu observateur, cette IA elle est très précautionneuse, parce qu'elle ne va pas tenter de faire des Tetris à haute valeur de score, mais plutôt des choses qui enlèvent les lignes très rapidement, afin de vivre le plus longtemps possible. Et donc en fait ça va être dans les entrées, et après ça va être les poids qui vont jouer pour influencer si le move est bon ou pas. Alors, juste avant qu'on passe au code, sur le calcul, en fait, c'est donc on a une population de 200 joueurs en arrière-plan qui n'ont pas les mêmes pièces, par contre, c'est du généré aléatoirement. Et pour chaque pièce qui tombe, je vais passer ça devant, pour chaque pièce qui tombe, en fait, il va calculer tous les endroits avec toutes les rotations possibles et leur donner un score à ces mouvements-là. Donc en gros ça fait une quarantaine de calculs par pièce à peu près en général, et après vu que là sur cet emblème là de Tetris on a la possibilité de savoir quelle pièce à l'avance on va avoir, on fait également ce calcul là sur toutes les possibilités avec la pièce qui arrive derrière avec toutes les rotations possibles. Donc en gros on arrive à quelque chose comme 40 factoriels en moyenne par joueur, donc c'est à dire qu'on fait 200 fois ça par calcul pour chaque pièce, d'où le PC qui est à genoux au début. Est-ce que ça répond à ta question ou est-ce que tu veux que j'approfondisse plus? C'est bon, bon, ça répond totalement. J'ai voulu juste savoir si c'est fixé par nous, c'est-à-dire nous, quand on développe l'IA, ou bien c'est l'IA qui évolue l'algorithme derrière. Sur les fonctions d'étude de score, ouais. Alors, la logique de bumpiness, tout ça non, c'est nous qui le faisons, parce que c'est le critère de sélection, ça on doit lui donner quand même. Par contre, après, qu'est-ce qui est le plus important dans cette formule-là? Ça, c'est elle qui va le décider au fur et à mesure, en fait. C'est pour reprendre l'exemple que j'ai donné avec les professeurs.
enfin avec ton examen, c'est ton prof qui décide des coefs. Bah là, en gros, c'est l'IA qui décide des coefs. D'accord. Merci. Voilà. Là, tu laisses plein de facteurs et toi, tu choisis rien. Je sais que quand on joue au Tetris, en général, on cherche plutôt à ne pas faire de trou, c'est le truc primordial. Est-ce que tu as essayé, toi, en disant l'option pas faire de trou, elle est forcément prime devant toutes les autres? Alors, j'ai testé un peu effectivement mettre des poids un peu plus forts sur certains bouts de l'équation. Alors, je ne l'ai pas testé sur celui-là, j'avais testé sur mon implème. Et en fait, on voit tout de suite que oui, elle priorise tout de suite beaucoup plus de faire des choses qui ne créent pas de trous. Par contre, du coup, ce qui se passe, c'est que tu crées des pylônes très grands. Donc, ce qui se passe au premier move raté, bah, en fait, c'est fin de partie. Donc, il y a une nuance à avoir. Et c'est justement toute cette nuance-là et le fait que un bout de l'équation influe sur les autres qui pose des problèmes à l'algo de sélection et qui rend les choses très compliquées, très longues. Voilà, bah là, on a une génération qui vient de passer. Pour rappel, juste quand j'ai commencé à présenter, on est à 6000 de score, là on est à 42 000. Donc ça monte. Voilà. Et du coup, j'ai une dernière question. Vas-y, je t'en prie. Dans Tetris, tu peux arriver à avoir un bloc et le faire décaler au dernier moment pour rentrer dans un trou. Est-ce que l'IA sait le faire? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le T-spin, pardon, j'aurais dû l'expliquer. C'est donc ce move qu'a redécouvert l'IA au bout de X générations, mais je suis pas sûr qu'on le verra là. C'est exactement ça qu'elle a redécouvert. Voilà. Il y a ce mécanisme-là qui est implémenté. C'est-à-dire que si tu clears 4 colonnes, tu as une quantité de points exponentielle par rapport à une colonne. Donc, mais elle est quand même trop précautionneuse avec les paramètres que je lui ai donnés. Je t'en prie. Ma question, c'est une fois que tu as entraîné ton modèle et que tu as un high score qui est exceptionnel, pour sauvegarder tout cet entraînement, tu fais comment? Alors, c'est une excellente question. Sur ce truc-là, je ne peux pas. Parce que c'est pas fait pour. Par contre, si tu utilises des choses de professionnelles, comme qui sont expliquées dans le BBL d'Olivier, va le voir, c'est cool. Tu as des choses comme TensorFlow ou PyTorch, qui par contre, ça, t'exporte un modèle que tu peux entraîner, arrêter, réentraîner, partager. Et c'est donc des formats de données qui sont faits pour ça. Et ça, juste, bah, ça marche, quoi. En gros, c'est un peu comme un deuxième binaire que tu lanceras à part, quoi. Donc là, moi, c'est tout en mémoire, donc pas exportable, mais ça existe. Ok, merci. De rien. Est-ce que vous avez encore des questions? Ben, merci beaucoup.